Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui dans votre nouvelle émission d'actu, culture et société, tous les mardis 19h-21h sur Move. Moi c'est So Spencer, votre go so sweet, so chill. On est là pour débriefer de l'actu du moment, alors posez-vous avec nous, écoutez-nous, vous pouvez aussi nous regarder en direct sur move.fr, je répète move.fr. Bref, ce soir on est ensemble et pour ma part je suis accompagnée de ma best team. Hello. Ça va, elles sont prêtes à découdre, là elles sont prêtes à débattre. Comme d'habitude. Tous les jours. Tous les jours, tous mais les particulièrement le mardi. Exactement. Alors au menu de la pluie et du beau temps ce soir, comme d'hab, on va aborder les sujets du moment sans tabou. Le cinéma français est-il homophobe? Après les révélations de Muriel Robin la semaine dernière sur France 2, toute la toile s'est enflammée. L'orientation sexuelle est-elle un frein dans une carrière? Pourquoi est-ce que c'est encore un tabou caché que d'être acteur et homo? On reviendra sur ces déclarations qui ont fait grand bruit. La Fashion Week de Paris a débuté hier, l'occasion de faire le point sur les changements des codes de la mode et de ses acteurs. Comment, en quelques années, les influenceurs sont devenus les nouvelles poules aux odeurs de ce milieu pourtant difficile d'accès? Sont-ils en train de prendre la place des journalistes mode? Sont-ils un gage de succès? Pourquoi les influenceurs sont partout, parfois même en tête d'affiche des défilés? Est-ce la fin de Twitter? Elon Musk, vous savez, le multimilliardaire, la propriétaire de X, il a évoqué le 18 septembre dernier la possible mise en place d'une tarification pour tous les utilisateurs. Au-delà de ça, X, l'ancien Twitter, est aussi accusé d'augmenter la désinformation en ligne, notamment sur les sujets environnementaux, et d'être l'un des réseaux sociaux les plus toxiques du game en matière de cyberharcèlement, par exemple. Leïla, tu nous en diras plus. À toutes. Vous n'êtes sûrement pas passé à côté de cette info. La semaine dernière, le roi Charles et sa femme Camilla étaient en visite d'État en France. L'occasion pour eux de retrouver Emmanuel et Brigitte Macron lors de leur passage à Paris. D'ailleurs, message perso, force à tous les chauffeurs d'Uber et les automobilistes. Merci d'avoir bloqué les routes. Je sais qu'il y a le roi et puis il nous fait chier. Vous voulez quoi du coup? Qu'il parte le roi. Faut qu'il parte. On est trop drôle. Dédicace à tous les chauffeurs Uber. Du coup, on en a parlé en long, en large et en travers dans les médias, mais tout ça, ça pose quand même quelques questions. Pourquoi, au XXIe siècle, la famille royale est-elle encore si ancrée dans la culture britannique? On verra que malgré le prestige et le respect qu'inspire encore cette institution, les jeunes sont de moins en moins fans de ces têtes couronnées. Tout ça et bien plus encore, c'est dans la pluie et le beau temps aujourd'hui. Let's go! Le cinéma français serait-il homophobe? Cette ambiance. N'importe quoi. Invitée sur le plateau de Léa Salamé dans l'émission Quelle époque le 16 septembre dernier, Muriel Robin a fait des déclarations sur l'homophobie dans le cinéma. Alors selon elle, l'orientation sexuelle a toute sa place dans le fait de décrocher des rôles ou non. Et elle assure que son statut de lesbienne assumé médiatiquement depuis 30 ans, ça l'a empêchée d'avancer dans le métier de comédienne pendant des décennies. Alors que paradoxalement, elle remplissait quand même des salles avec ses spectacles d'humour. Du coup, elle accuse le système cinématographique de projeter, même de retranscrire uniquement le désir à l'écran, des propos qui ont énormément fait réagir sur la toile. On écoute d'ailleurs un extrait de son passage sur France 2. Je suis la seule actrice au monde à dire son homosexualité. Je connais les acteurs homo français, je les sais. Ils se taisent? Mais bien sûr, sinon on ne leur remettra plus jamais une femme dans les bras. Donc ça veut dire que si on est homosexuel, on n'est pas désirable, on n'est pas pénétrable. Et quand on n'est pas pénétrable dans cette société, ça dépend pas et dans le cinéma, on ne vaut rien. Alors là, Muriel Robin, elle a quand même raconté son parcours avec sincérité, n'en déplaise à certains, et elle a même ajouté qu'elle en avait énormément souffert au point d'en pleurer toutes les larmes de son corps et pris énormément de poids. Ce qui est ouf quand même, c'est qu'en 30 ans de carrière, si on fait le bilan, Muriel Robin, elle n'a joué que dans 2 comédies, et au final, elle n'a reçu que 8 propositions de rôle. Donc c'est ouf. Elle a Atroce. totalement raison. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que sur le plateau, ils ont tous fait les choqués. Oui, comme si, Mais ils ont fait comme si c'était Tellement. pas légitime de se plaindre de ça, tu vois. Mais tellement, et c'est vrai que le constat il est triste parce qu'elle s'est aussi directement adressée à la jeunesse et on va pas se mentir, elle a un peu cassé le mythe. Il faut que j'en parle parce qu'il faut dire aux jeunes comédiens et comédiennes de 13, 14, 15, 16, 17 ans, il faut que les producteurs, les réalisateurs, les réalisatrices leur disent, faut leur dire, c'est pas la peine. Je veux pas qu'ils soient comme moi, 30 ans. Et là, je m'adresse au public et juste je conclurai avec ça. C'est pas la peine de quoi qu'on comprenne? Pas la peine qu'ils fassent ce métier. Ils ne travailleront pas, ils ne feront pas de cinéma. Vous êtes sérieuse là? Écoutez-moi. Vous dites aux jeunes de 20 ans, si vous êtes homosexuel, ne faites pas ce métier. Je dis, positionnez-vous. Ou mentez. Pour ne pas qu'ils vivent ce que j'ai vécu. Alors quand même, ces arguments, ils sont rudes.
mais ils sont criants de vérité parce que le collectif 50-50, donc c'est une association qui promeut l'égalité homme-femme et la diversité sexuelle et de genre dans le cinéma et audiovisuel. Et ben eux, ils ont publié l'année dernière un baromètre qui permet de mesurer la proportion de personnages LGBT+ dans les films français. Et figurez-vous que sur la centaine de films étudiés, l'étude a révélé que seuls 5% des personnages dont on connaît l'orientation sexuelle sont homosexuels ou bisexuels et sont fortement stéréotypés. Comme d'hab. On a le meilleur ami. J'allais dire, ou sinon les meilleurs amis ambigus. C'est ça. Genre, Les clichés, en fait, c'est toujours les mêmes clichés. Ouais, ou même le petit mec un peu recroquevillé sur lui-même, qui est gay mais qui l'avoue pas et qui tombe amoureux du mec populaire. C'est ça, c'est ça. Non mais c'est exactement ça. Et pour autant, vous savez quoi ? Les propos de Muriel Robin n'ont pas mis tout le monde d'accord. Pierre Arditi, qui était aussi présent sur le plateau, il a déclaré qu'il voulait pas croire que c'était à cause de son homosexualité. Et d'ailleurs, on voit bien sur la tête de la comédienne à ce moment-là qu'elle est blasée parce qu'en fait, elle est juste persuadée de ce qu'elle avance, tu vois. Je ne comprends pas pourquoi tu ne fais pas de cinéma. Et je ne veux pas croire que c'est parce que tu es homosexuel. C'est parce qu'ils ne savent pas... Et moi, j'en suis sûre. Peut-être. Mais bon. C'est parce qu'ils ne savent pas quoi faire de toi. Et pourquoi ils ne savent pas quoi faire de toi ? Parce que ce sont des cons. Alors ok, tu veux défendre ton ami, mais moi je trouve que c'est très frustrant parce que je me mets à la place de Muriel Robin qui dit sa vérité et en fait on la croit pas et c'est relou en fait. Mais même tu la défends mal parce que d'une part tu lui coupes la parole et tu parles à sa place alors qu'elle est concernée. Et en plus de ça, j'ai l'impression que c'est un peu systématique, tu vois, quand il y a quelqu'un d'une minorité qui dénonce un truc de discrimination, il y a toujours quelqu'un d'un peu favorisé ou privilégié pour lui dire mais non, c'est pas ça que tu ressens en fait. D'empathie c'est trop grave. Une personne qui est absolument pas concernée par le sujet au final. Et c'est aussi ce discours qui a tendu la perche au débat qui a suivi les jours d'après, parce que c'est pas terminé bien sûr. Il y a l'animateur Christophe Beaugrand, vous le connaissez, qui a apporté son soutien à la comédienne en soutenant qu'il avait lui-même dû cacher son homosexualité pour pas être freiné dans sa carrière médiatique au final. Mais de l'autre côté, on a Vincent Dedienne, un autre comédien homosexuel qui s'est exprimé et lui il a précisé que tous les homosexuels n'étaient pas dans la même situation. En même temps c'est un homme et c'est plus facile même si ça reste difficile. C'est vrai. Putain mais c'est toujours plus facile pour les mecs. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas sachez que cette séquence elle a réveillé les débats sur la place des acteurs et les actrices homosexuels dans le cinéma avec notamment la question de l'incarnation de personnages d'orientation différente. En gros les acteurs de la communauté LGBT+, on peut se demander aujourd'hui s'ils sont condamnés à jouer des rôles homosexuels ou autre chose ou si c'est que ça. En fait, moi, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les clips, dans les films, et les séries, dès qu'il y a un personnage bi ou homosexuel, il est souvent joué par un acteur hétéro, et c'est quelque chose qui fait souvent réagir, tu vois. Ouais, carrément. Et ça, on le justifie comment ? En fait, les sociétés de production, elles se justifient en disant que c'est la définition du cinéma et que les acteurs et les actrices, ils doivent être capables de tout jouer. Mais je pense qu'il faut... non mais bien sûr. Je pense qu'il faut le voir autrement, tu vois, comme quand il y a quelques années, quand on prenait une actrice à la peau blanche et juste qu'on la maquillait avec un teint un peu plus foncé pour qu'elle puisse jouer un personnage latino ou arabe, c'était assez fréquent, tu vois. Et si ça arrivait aujourd'hui, ça choquerait tout le monde et ça ferait scandale. Là, je trouve que c'est la même chose, tu vois. Après, il y a quand même des films, tu sais, comme Carole avec l'actrice Cate Blanchett qui ont été récompensés par les Oscars. Et ça, c'était amplement mérité parce que même si l'actrice principale de base, elle n'est pas du tout homosexuelle, son personnage si. Ouais, en fait, on a tous à l'esprit des films qui ont changé la représentation des personnes LGBT dans le ciné et c'est cool, tu vois. Mais la performance, je trouve, des acteurs hétéros, elle doit pas cacher le fait qu'il y ait des personnes bisexuelles ou homosexuelles qui peuvent être mieux placées, du coup, pour avoir ces rôles-là. Et parce qu'ils comprennent mieux la complexité de certains personnages et qui peuvent être... du coup passer par des émotions que eux-mêmes ont déjà vécues, tu vois. Ouais, mais après, je pense que tu peux pas non plus t'identifier qu'à travers ton orientation sexuelle, tu vois. Non, mais carrément, parce qu'au final, l'enjeu, il est vraiment de trouver l'acteur qui capture le mieux le personnage dans sa globalité et pas uniquement par son orientation sexuelle, comme t'as dit. Ouais, après, tu vois, les choisir pour ce type de rôle, ce serait quand même juste un bon moyen de les inclure et aussi de pallier la discrimination systématique dont ils sont victimes. Ouais, parce que c'est tellement ancré dans le cinéma. En fait, il n'y a même pas de données sur l'orientation sexuelle des acteurs. Ah ouais ? Donc, c'est une discrimination qui est impossible à quantifier. Et aujourd'hui, de plus en plus de comédiens, du coup, révèlent leur homosexualité. Mais ça a des conséquences.
Si on prend l'exemple de Matt Bomer, je sais pas si vous le connaissez. Oui, oui. C'est un des acteurs principaux de la série FBI, duo très spécial. Donc lui, il a fait son coming out et après ça, il a continué à avoir des rôles, mais il a plus jamais été la star d'une série ou d'un film. Tiens donc. Et donc souvent, le public, il applaudit les célébrités qui font leur coming out en disant qu'elles sont courageuses et que ça devient des modèles. C'est ouf de dire courageux en plus. Non mais de ouf. Genre t'es courageux d'être toi. Ouais, c'est ça. Et de l'autre côté, tu vois, elles sont retirées des listes de casting. Et pour les acteurs hétéros, jouer un rôle d'homosexuel, c'est un tremplin, alors que pour les acteurs homosexuels ou bi, c'est se voir proposer qu'un seul type de rôle du coup. Mais comme pour les personnes transgenres en plus. Mais oui, souvent les personnes transgenres, elles sont pas sélectionnées pour des rôles de personnes c'est des transgenres. rôles hyper sexualisés en plus. Ou ça meurt directement. Et à ton avis, parce que c'est quand même ouf, parce qu'ils sont quand même bien mis en avant aujourd'hui, comment on peut l'expliquer en 2023 ? Bah, figure-toi que je lisais un article, parce que oui, je lis un article de Deadline, c'est un média spécialisé dans le show business hollywoodien, dans lequel il y avait des agents et des personnalités d'Hollywood qui témoignaient anonymement. Ouais. Et en fait, elles dénonçaient que les décisionnaires d'Hollywood, ils mettent pas en avant les acteurs homosexuels sous prétexte que le public, il peut pas s'identifier, il peut pas fantasmer du coup sur un acteur s'ils savent qu'il est gay. Et le fait aussi qu'il y a encore 10-15 ans, les acteurs dont on ignorait l'orientation sexuelle, on préférait les mettre de côté et parce qu'on avait peur qu'ils fassent leur coming out après en fait. Et en plus, il y a un peu cette idée qu'il faut une star dans les castings. Mais carrément, parce qu'en fait, il n'y a pas énormément de stars qui disent ouvertement qu'elles sont homosexuelles ou bi. C'est ce qu'elle dit, Muriel Robin, au final. Mais de ouf. Et même, tu peux pas devenir une star, du coup. Mais grave. Et du coup, si on part du principe qu'il y a 10% de la population française qui appartient à la communauté LGBT, donc il y a potentiellement 10% des acteurs qui le sont aussi, et c'est quand même assez significatif. Et c'est, au final, c'est le serpent qui se mord la queue. Parce que si personne embauche les acteurs LGBT, aucun ne deviendra une star qui permettra de financer un film, tu vois. C'est ça. Et c'est horrible aussi parce qu'on adore récompenser les acteurs hétéros qui se transforment en gays et on laisse pas l'occasion à ceux qui le sont vraiment d'apporter leur expérience de vie tout simplement. Et je sais pas si vous avez des exemples de films un peu salués par la critique, tu vois, qui mettent en scène des persos gays, mais qui sont joués par des hétéros. Il y en a plein, en vrai, du coup, il y en a un qui est excellent, d'ailleurs, c'est Bohemian Rhapsody. Ouais. Comme ça. Vous savez, c'est le biopic de Freddie Mercury, il est excellent. Ouais, mais justement, l'acteur, il est pas homosexuel, mais je trouve qu'il joue extrêmement bien. Moi, en vrai, j'aurais vu personne d'autre, tu vois, dedans. Mais c'est vrai que c'est trop dommage. Et il y a aussi Rocketman, donc biopic sur Elton John. Elton John, trop bien aussi. Trop d'exemples, mais... Après, le pire aussi, c'est que dans tout ça, c'est que les acteurs LGBT+, ils sont exclus des rôles d'hétéros. Donc au final, eux, ils jouent quoi ? Rien. Parce qu'en fait, les acteurs considérés comme efféminés sont aussi mis à l'écart des rôles de personnages hétéronormés, on va dire, et c'est pareil pour les femmes. Ah ouais, mais attends, du coup, ça veut dire qu'on prendrait uniquement des acteurs homos pour jouer des personnages homos. En fait, c'est grave réducteur au final. En vrai, c'est comme l'histoire des quotas. Tu vois, le souci, c'est que les acteurs qui jouent des personnages... C'est pas les acteurs qui jouent des personnages homosexuels, et c'est pas le fait qu'ils le soient pas, mais c'est juste qu'on se tourne automatiquement vers eux. Et l'objectif, tu vois, c'est pas de réserver les rôles LGBT uniquement aux acteurs LGBT, parce que du coup, ça les cantonnerait juste à leur orientation sexuelle. Et en plus de ça, ça serait un peu contre-productif, parce que ça les obligerait à faire leur coming out, alors qu'il y en a qui n'ont pas envie. Et il y en a qui n'ont tout simplement pas envie de parler de leur orientation sexuelle publiquement. Tu peux garder secret ce que tu veux garder secret. Et du coup, en fait, il faut juste qu'ils aient accès aux mêmes opportunités que tous les autres acteurs. Un peu comme les minorités dont on parlait la semaine dernière dans le ciné. Ouais. Et du coup, il s'agit aussi de faire pression sur les décisionnaires du ciné et de les pousser à abandonner leurs pratiques homophobes et donner la chance aux acteurs qui ont le courage de faire leur coming out dans un milieu quand même qui leur est hostile, tu vois. En plus, je trouve ça hyper hypocrite parce qu'au final, le but d'un acteur, c'est d'incarner quelque chose. Donc au final, peu importe ton orientation... ça devrait même pas être une question, tu vois. Débat, exactement. Ouais. Ton métier, c'est d'incarner quelque chose. Tu peux être n'importe quoi, peu importe ce que t'es, tu vois. Ouais. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, plus que jamais, la question du genre et de l'orientation sexuelle, elle se pose malheureusement dans l'attribution des rôles. Et s'il y a encore quelques années, un acteur ou une actrice hétéro pouvait jouer des rôles homo tranquilles, c'est vrai qu'aujourd'hui, en vrai, ça serait pas la même chose et ça serait pas forcément bien reçu. Et d'ailleurs, c'est l'acteur américain Tom Hanks qui a donné une interview dans le New York Times où il a déclaré qu'aujourd'hui, il aurait pas du tout accepté le rôle d'Andrew Beckett dans le film Philadelphia. Okay. Vous connaissez ce film ? Ouais, moi, mais je vois personne d'autre en fait. C'est un film qui lui a quand même, je tiens à préciser, qui lui a valu son premier Oscar en 1994. Et dans ce film-là, il incarnait un homme
gay et séropositif. Mais il est peut-être un peu mytho aussi, Tom Hanks. Maintenant qu'il a son Oscar, c'est facile de dire moi j'aurais refusé. Moi je trouve ça trop. Non, c'est juste que la société elle a changé, tu vois. Et aujourd'hui, effectivement, les gens ils sont en recherche d'authenticité. Donc je pense qu'on peut quand même se poser la question s'il y a encore 29 ans, ça aurait été la même chose, tu vois. Je ne pense pas. On est revenu avec Flo et Leïla sur la polémique suite au témoignage de Muriel Robin la semaine dernière sur France 2. Alors selon elle, être homosexuel dans le milieu du cinéma, c'est un frein, puisqu'une fois le coming out fait, les rôles proposés se comptent sur les doigts de la main. En tout cas, depuis ces déclarations choc, le cinéma français est conduit à s'interroger sur la place qu'il réserve aux interprètes LGBT+, puisque malgré qu'elle soit bel et bien installée, eh bien, la discrimination reste malheureusement impossible à quantifier. Avec tous ces tabous, peu d'acteurs et d'actrices ont révélé publiquement leur homosexualité, et j'irai même plus loin en parlant des femmes. Ce qui a été marquant quand même dans le discours de Muriel Robin, c'est cette phrase. Je suis la seule actrice au monde à dire son homosexualité. Au monde. En vrai, c'est un fait. Parce que si on regarde bien dans le monde, peu d'actrices lesbiennes sont officiellement connues. À l'étranger, on a Jodie Foster qui s'est longtemps tue. Ouais. Et en France, on a Adèle Haenel qui a carrément dit adieu au cinéma en mai dernier. Donc en bref, être une femme, être lesbienne et actrice peut s'avérer être extrêmement compliqué. Et Flo, je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que même dans les fictions, on constate que les personnages lesbiens ont souvent une fin tragique. Exactement. Et du coup, ça, c'est la conséquence d'une double discrimination, donc du fait d'être une femme et d'aimer les femmes, et parfois triple, si c'est une femme par exemple qui aime les femmes et qui en plus est noire ou latino. Alors là, c'est le package. C'est fini. Du coup, résultat, le fait que ce soit réalisé et ou joué par des personnes non concernées contribue à ce que ces rôles ne soient pas justes en fait. Soit les lesbiennes dans la fiction sont représentées comme des objets pornographiques, soit elles sont violentées, ou alors elles connaissent des fins tragiques, souvent traduites par la mort. Et ça a un nom. Ça s'appelle le syndrome de la lesbienne morte. C'est ça. Et du coup, ce syndrome, c'est pas une maladie, mais c'est ce qu'on appelle un trope. Du coup, ça représente tous les décès complètement gratuits de lesbiennes dans l'audiovisuel. Et la dimension est telle que ces décès ont été recensés dans une liste qui date de 2016, réalisée par le site anglais Queer Autostraddle. On estime du coup qu'il y a 68 lesbiennes tuées dans ces productions entre 1976 et 2016. C'est pas énorme. Ouais, c'est un chiffre qui a pas l'air, qui a l'air faible, mais du coup, il est énorme puisqu'en fait, pendant cette période, on observe 1586 contenus avec des personnages hétéros contre seulement 193 avec des personnages lesbiens, sachant que ils ont pas toujours le premier rôle en plus, et ça fait quand même un tiers du coup de lesbiennes mortes. Alors, mais à culpa, c'est énorme. Du coup, je vais aller peut-être un peu loin à l'époque de la trilogie du samedi soir. Mais est-ce qu'on peut considérer la mort de Tara dans Buffy contre les vampires ? Mais carrément. Mais déjà Buffy, déblocage de souvenirs. La trilogie du samedi soir. Moi j'étais trop fan de Buffy, mais du coup il y a eu la mort de Tara dans Buffy, et aussi surtout celle de Lexa dans The Andred, pardon. Mais vous avez regardé ou pas la série ? Moi j'ai tout coupé avec cette série, mais il y a longtemps. Saison 1, j'avais déjà tout coupé. Du coup, ce qui est dingue, c'est qu'il y a un gros point commun entre la mort de Tara dans Buffy du coup et de Lexa dans The Andred. D'accord. C'est que du coup elles sont mortes toutes les deux après un rapport sexuel. D'accord. Comme si c'était complètement immoral et qu'il fallait qu'elle meure. Et faut savoir que la mort de Lexa a vraiment marqué un virage parce qu'elle a entraîné un nombre conséquent de témoignages à tendance suicidaire. Après, ça peut paraître dingue pour une simple fiction, mais en vrai, la culture, c'est quand même un outil d'identification très fort. Ouais, c'est ça. Et justement, les productions cinématographiques et télévisuelles, elles veulent persuader que les histoires d'amour entre lesbiennes, elles finissent mal. Donc du coup, ça aide pas à développer des relations saines dans la vraie vie. Et en psychologie, d'ailleurs, ça s'appelle une conviction limitante. Alors qu'en réalité, évidemment que ça existe, et c'est pas pour rien qu'elle existe l'expression bravo les lesbiennes. Je connais pas mais j'ai jamais entendu l'expression. Je sais pas, quand tu marches dans la rue que tu vois genre deux lesbiennes qui se tiennent la main, tu te dis bravo les lesbiennes. Enfin, comment Leïla et moi on leur regarde là. Franchement c'est connu, je suis un peu déçue mais bon. En tout cas, simplement on le montre pas puisqu'il y a une fétichisation de l'amour impossible, notamment à cause du male gaze, du coup c'est le regard masculin. Et pour Patricia White, du coup c'est une spécialiste des représentations lesbiennes à l'écran, c'est pour sensibiliser en fait à la cause LGBT et montrer sa part de violence. Il y a mieux en vrai. D'ailleurs, il y a eu une enquête INPES en 2014 qui a révélé que les personnages queer ont 5 fois plus de chances de se suicider que les personnes hétéros. Ça c'est un fait, c'est vrai, mais n'empêche qu'à mon sens, comme toi Leïla, je pense qu'il faut arrêter
arrêter de penser ces productions comme devant s'adapter au grand public, parce que ne pas banaliser ces violences, c'est un premier pas finalement. Et c'est cool de parfois rendre politique ces récits, mais ça ferait pas de mal de temps en temps montrer une réalité un peu épanouissante, genre juste des scènes du quotidien, tu vois, et pas toujours des amours éphémères et amers. On veut par exemple, je sais pas, un film de Noël avec des lesbiennes qui font rien, tu sais, juste qui boivent du chocolat chaud et qui s'aiment en fait. Mais tu sais que par contre il va y en avoir genre pour des couples de mecs sur Netflix cet hiver. Tu vois, on met beaucoup en avant des hommes gays, même dans Heartstopper sur Netflix. Mais même dans les séries, genre souvent les couples de mecs, ils sont trop mignons, ils adoptent un petit bébé. Mais en fait, même en réfléchissant, je me souviens pas d'un film ou d'une série où il y a un couple lesbien. Mais surtout où il y a un couple lesbien sans qu'il y en ait une qui crève, une qui soit malade, sans qu'elle se tape dessus, qu'il y ait des problèmes de qu'elle fasse genre la vie d'Adèle en ciseaux, genre des trucs trop jolis. Mais du coup, après, pour l'historien du cinéma Dimitri Veziroglu, c'est aussi peut-être des restes du code Hays. Du coup, ça, c'est un outil qui est né à Hollywood dans les années 33. C'est un outil d'autocensure et en gros, c'était des règles pour encadrer, par exemple, la longueur des baisers ou encore pour faire en sorte que les criminels n'aient pas l'air sympathiques. Donc du coup, pour pas voir ces films interdits. Et ça a pris fin en 1966. Mais bien sûr, du coup, faire mourir une lesbienne, c'est bon pour la moralité d'une histoire. Et aujourd'hui, il n'y a aucune loi. Mais il y a toujours un risque commercial. Et on le voit avec Netflix, quand ils annulent une série, moi, par exemple, comme les Winx, j'étais trop fan, j'étais trop contente que du coup les petites fées elles reviennent avec des persos hyper actuels et finalement on dirait un peu du sabotage. D'ailleurs, c'est pas du tout la première fois qu'une série est annulée sans raison apparente. Mais après, si on parle de morale, dans ce cas-là, faut supprimer Elite. Oh, moi je suis désolée, tu vois, parce qu'il y a des scènes de cul qui gavent tout le monde. Mais clairement, elles sont super clichés. Enfin, en fait, t'as l'impression que ça a été fait que pour les mecs. Non mais clairement. Tellement. C'est vrai que tout ça pour dire qu'en vrai ce serait cool d'avoir des réalisations avec des personnes qui sont concernées. Oui, parce que comme on disait là avec Elite, en vrai on se dit qu'il est quand même fort probable que ce soit des hommes hétéros qui aient réalisé ça. C'est un peu comme un fantasme. Donc, en fait. Allez-y, il faut s'emparer des outils. Certaines le font comme Iris Bray, du coup avec sa série Split par exemple. Donc elle, c'est une universitaire franco-américaine qui a popularisé la question du sexisme à l'écran et elle est passée de la théorie à la pratique avec cette série où enfin on s'intéresse à ce que ressentent les héroïnes et pas à leur chatte. Aujourd'hui, on a dit, aujourd'hui Flo elle veut en découdre. Je l'ai dit dans l'annonce, elle est là pour en découdre. Elle veut dire les termes. En tout cas, tu as parlé de Iris Bray et elle, ce qu'elle fait, ça s'appelle du female gaze. Donc je vous explique un peu le terme. En fait, c'est un fait dans l'industrie du cinéma, évidemment, il y a une domination de l'homme. On va pas, on le sait. Mais du coup, la femme, elle est souvent cantonnée au second rôle. Mais depuis le mouvement MeToo, on parle de plus en plus d'un concept qui vise à donner aux femmes la place qu'elles méritent au cinéma et dans les séries. Et du coup, grâce à cette nouvelle génération de cinéastes, on vient balayer les stéréotypes machistes et la caméra vient traduire enfin le point de vue féminin. C'est ce qu'on appelle le female gaze. Merci, Dr So. Ouais, c'est hyper important quand même dans la société de faire du female gaze pour se réapproprier les codes en tant que nous, femmes. Et il faudrait quand même que ça s'émancipe au-delà du cinéma. Mais d'ailleurs, ça commence à être le cas parce que j'y pense avec le magazine Gaze qui est la revue des regards féminins. J'ai les ventailles et tout. Ouais. On va parler mode. La Fashion Week de Paris a débuté hier. Des plus grandes marques de luxe aux jeunes créateurs, 68 défilés et 41 présentations auront lieu du 25 septembre au 3 octobre dans la capitale. C'est l'événement majeur de l'industrie de la mode qui permet aux maisons de couture de présenter leurs dernières créations. On le sait, c'est un événement attendu par de nombreuses personnes et dans une époque où ce secteur subit pas mal de bouleversements, figurez-vous que les codes aussi changent. On observe depuis quelques années une tendance, la présence accrue des influenceurs dans cet univers qui de base a toujours été réservé aux spécialistes du milieu. Et c'est vrai que dans un monde digital où les réseaux sociaux dominent, aujourd'hui les influenceurs sont partout et ils sont vecteurs de tendances et de nouveautés. Et ça, les marques, elles l'ont compris. Que ce soit à travers les photos, les vidéos, les lives. Aujourd'hui, un événement de renom comme la Fashion Week doit comporter son lot d'influenceurs parce que forcément ça va créer du buzz sur les réseaux sociaux. Il y a encore 10 ans, c'était les journalistes qui avaient les pleins pouvoirs. C'était eux carrément qui appelaient les attachés de presse qui venaient les démarcher pour avoir un article vendeur et qui étaient invités dans les événements. Aujourd'hui, plus du tout, c'est les influenceurs qui sont clairement courtisés à la manière des célébrités et en particulier par les marques émergentes qui comptent sur eux pour accroître leur visibilité. Par exemple, la semaine dernière, il y a eu la Fashion Week de Londres.
Et à Londres, il y a eu tout le gratin d'Instagram et TikTok. Ils étaient présents au défilé de Masha Popova. Je sais pas si vous connaissez. Moi, je connais pas. C'est une jeune créatrice ukrainienne. Okay. Et quand je vous dis le gratin, c'est le gratin. C'est genre, je vous parle d'influenceurs comme la superstar anglaise de TikTok, Abby Roberts, qui elle est suivie par plus de 16 millions de personnes. Ou encore sa sœur Charlotte Roberts, du coup, qui est suivie par 9 millions de followers. Mais tu vois, ce qui est fou, c'est que j'en connais aucune des deux. Mais je me dis, ok, c'est forcément des stars de ouf. Mais déjà, comment tu vis sans te prendre pour une star quand t'as 16 millions de personnes qui te suivent tous les jours, tu vois. J'avoue. Après, pour votre défense, on n'est pas anglaise, donc on connaît pas Abby Roberts, mais ça aurait pu être la même chose pour une Nabila ou pour une autre influenceuse. Mais après, ça se trouve, on est aussi trop vieille pour TikTok. Moi, je sais que je suis trop vieille pour TikTok. Je sais pas, mais en tout cas, effectivement, c'est des grandes stars. Et attendez, c'est pas fini, parce que du 7 au 13 septembre dernier, il y a aussi eu la Fashion Week de New York. Et là, c'est pareil. Il y a une Fashion Week. Il y a, depuis le début du mois de septembre, il y a eu New York, il y a eu Londres, et maintenant c'est Paris. Et c'est pareil, sauf que la présence accrue des influenceurs a été critiquée cette fois-ci. D'ailleurs, on va écouter quelques retours de commentaires lus sur les réseaux et cités par Courrier International. La Fashion Week de New York a pour certains été entachée par un type bien particulier d'invités, les influenceurs. Semaine de la mode ou bien semaine des influenceurs ? Opinion mal vue. Tous les influenceurs n'ont pas à être invités à la Fashion Week. C'est vraiment la Fashion Week TikTok. Encore une source d'embarras pour la Fashion Week de New York. Ras-le-bol de voir les influenceurs occuper le terrain alors qu'ils n'ont rien à voir avec la Fashion Week. Si au moins ils étaient influenceurs mode ou s'ils savaient s'habiller. On en pense quoi ? Aucun respect, les nouvelles punaises de lit. Aucun respect, mais en vrai, en France, ça aurait pu être la même. Les influenceurs sont partout. Nous, on a Lena Situation, notre célèbre youtubeuse qui a fait sa toute première Fashion Week il y a 2 ans. Elle rentrait tout juste dans le moule des influenceurs en vogue. C'est avec un grand sourire que je vous annonce qu'après 4 ans à faire des vidéos, à me faire une petite place, les invitations au défilé cette saison sont arrivées. Et aujourd'hui, les copains, on va vivre notre toute première Fashion Week. Je peux vous dire que depuis, elle en a fait du chemin, mais tout le monde la kiffe. J'ai vu une vidéo d'elle aujourd'hui au défilé de Dior, elle était très 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 belle. En tout cas, Lena, c'est devenue une grande habituée des événements de mode puisqu'elle est dans toutes les Fashion Week depuis 2 ans. C'est plus la même chose. Elle a même fait le prestigieux Met Gala en 2022. Mais en plus, c'était la première influenceuse française à y avoir été invitée, mais genre au monde, tu vois. Oui, non mais c'est un truc de ouf. Elle n'a que 25 ans. Elle n'a que 25 ans. Non mais c'est une star. Arrête, elle enchaîne déjà. On se sent pas super bien après ça. En tout cas, elle est au-dessus parce qu'elle enchaîne les collabs avec les marques de luxe. Elle fait des voyages dans le monde entier. C'est pour vous dire ô combien les influenceurs et les célébrités en vogue sont rentrés dans ce milieu qui de base était ultra fermé. J'aurais dû faire YouTube en 2010. En 2003 même carrément. Du coup, les influenceurs aujourd'hui, c'est les nouveaux modèles à suivre plus que les mannequins eux-mêmes. Et comme il y a une forte notoriété derrière eux, ils incarnent les nouvelles identités des marques. Il y a autre chose aussi, c'est que les consommateurs sont à la recherche d'authenticité et de transparence. Et justement, grâce aux réseaux sociaux et à l'émergence de ces influenceurs, les marques ont trouvé des référents crédibles vers qui se tourner afin de répondre à leurs exigences. Ouais, en fait, le luxe de base, c'est quand même assez élitiste et exclusif. Ah bah clairement, bien sûr. Mais aujourd'hui, les marques, tu vois, elles cherchent quand même à dépoussiérer et à se relâcher, tu vois. Donc, on le remarque, par exemple, avec le fait que les défilés soient dispo en ligne pendant la Fashion Week. Donc, petit à petit, le luxe, il ouvre ses portes aux personnes normales, comme nous. Et les maisons, elles sont de plus en plus à arrêter de faire appel à des mannequins pour être les égéries de leurs produits. Et elles font appel à des personnes populaires sur les réseaux sociaux. Qui ont à la base rien à voir avec le milieu de la mode. Donc on a une Kylie Jenner chez Acne Studio, Kim Kardashian chez Marc Jacob ou encore notre Lena Situation chez Dior. Je répète qu'aujourd'hui elle était très jolie. Donc les marques, elles veulent mettre en avant des personnalités que les jeunes ont l'habitude de suivre au quotidien sur leur téléphone, quoi. De toute façon, les jeunes, c'est vraiment la nouvelle cible. Ça c'est sûr. C'est toujours eux. Parce que en fait, dans les années à venir, ce seront les plus grands consommateurs de luxe. Et dans un monde encore plus connecté, plus ouvert d'esprit et plus éveillés, ils sont à la recherche d'authenticité et d'accessibilité. Après, excuse-moi Leïla, mais je pense qu'il y a un peu plus authentique que Kim Kardashian. Bon, on va dire que je te l'accorde, mais avec les influenceurs et les gens qui ont autant de notoriété qu'elle, le consommateur, il se sent quand même proche parce qu'il connaît un peu tous les détails de sa vie privée, il sait où elle en est dans ses chagrins d'amour, dans ses amitiés. Ses divorces. Mais son métier, c'est aussi de mettre tout ça en scène pour montrer que malgré la fame, c'est une personne comme nous. Et c'est cette proximité, cette admiration qui pousse à l'achat, en fait. Après, j'ai remarqué un truc, les marques, on dirait qu'elles s'échangent les égéries.
Ouais, non mais c'est le mercato. Comme au foot, les joueurs. Non, c'est vrai. Donc quand on a les joueurs qui passent d'une équipe à l'autre selon leur niveau de jeu, bah là c'est le même principe, mais c'est selon leur notoriété. Donc ça laisse peu de place à la fidélité. On voit souvent le même visage, mais juste chez des marques différentes. Mais ça veut dire que si t'es une personne qui est dans une marque, tu peux pas aller dans une autre marque au même moment. Pas en même temps, parce qu'en fait, quand elles signent un contrat d'égérie, elles sont obligées de porter exclusivement la marque avec laquelle elles ont signé un contrat pendant la durée du contrat. Tu vois, dès qu'elles ont une sortie publique, c'est comme, tu vois, on a Zendaya qui, au début de l'année, tu vois, au moment de la diffusion d'Euphoria, avait un contrat avec Valentino. À chaque fois qu'elle était vue quelque part, elle était vue en Valentino. Et à la fin de l'année, elle est passée chez Vuitton où là, elle devait être vue à chaque fois. Non, mais de ouf. Où elle devait être vue avec un sac Louis Vuitton à chaque fois qu'elle sortait. Avant, c'était les marques et c'était plutôt les mannequins qui mettaient en avant. Ouais, parce que dans les années 90, une marque faisait sa renommée en ayant des égéries issues de podium, donc des grands mannequins comme Naomi Campbell, Carla Bruni ou Cindy Crawford. Et c'était elle qui incarnait vraiment le glamour et les personnes à qui potentiellement les clientes elles voulaient ressembler. Dans les années 2000, on a commencé à intégrer des actrices, tu vois, aux campagnes de pub, comme Scarlett Johansson ou encore Nathalie Portman. Mais c'était plus du côté de la cosmétique et de la parfumerie. Donc c'était pas vraiment la mode, tu vois. Et depuis une dizaine d'années, en vrai, il suffit juste d'avoir eu un impact sur les réseaux ou d'être populaire, d'avoir eu un buzz en fait. Et c'est pour ça qu'on a retrouvé des Nabila qui ont défilé pour des Jean-Paul Gaultier ou des Kimka qui, elles, enchaînent, tu vois. L'année dernière, c'était Balenciaga, Dolce Gabbana et cette année, c'est Marc Jacob. Ouais, c'est vrai, mais est-ce qu'il y a des marques qui sortent du lot? J'ai un peu espoir. Est-ce qu'il y a des marques qui participent pas à ce mercato des stars? On a la marque la plus fermée des fermées. On a Hermès. Le H. Donc eux, Donc eux, c'est un peu le luxe par excellence et ils veulent, continuer de surfer sur le truc super élitiste, d'être le plus élitiste possible. Et donc du coup, eux, ils ont décidé de mettre personne en avant et leurs produits, c'est vraiment les stars du truc, quoi. Après, moi, je trouve que c'est hypocrite de faire appel à elles parce que toutes les marques de luxe cherchent à être super restreintes. Mais c'est totalement hypocrite, je veux dire. Parce qu'en fait, il faut pas oublier que les personnalités issues de la pop culture, elles étaient snobées de ce milieu-là de base. Donc comme je le disais tout à l'heure, vu que le but c'était d'être réservé aux gens riches, privilégiés, qui voulaient pas du tout porter la même chose que tout le monde et être à l'origine des tendances, tu vois. Tu sais, ça me rappelle quoi ça à l'époque des 2012-2013, à l'époque des anges de la télé-réalité. Je vois de quoi tu veux parler. Louboutin, vraiment. Louboutin avait le seum parce que toutes les candidates s'étaient mises à porter les fameux talons. En plus, oui. Et elles avaient répondu, tu vois, en disant quoi on fait de la pub. J'ai l'impression que l'image que j'ai de Louboutin, du coup, est restée. Parce que là, pour moi, c'est un peu cheap, tu vois. Ouais, malheureusement. Mais après ça, je pense que c'est aussi la contrefaçon. C'est des modèles qui ont été répliqués fois 1000 en faux. Donc, mais je sais pas si vous connaissez l'histoire de Snooki aussi, la meuf de Jersey Shore. Ouais, moi je la connais. Toi tu connais pas? En gros, Jersey Shore c'est une télé-réalité américaine un peu super trash, tu vois. Et Snooki c'était un peu la star de cette télé là. Et il y a une rumeur qui dit que tu vois quand elle est sortie de ça, elle était super populaire, elle a gagné plein d'argent, donc elle s'est fait plaisir, elle s'est acheté des sacs Louis Vuitton. Et à chaque fois qu'elle a été prise en photo par un paparazzi, elle était du coup, ça faisait un peu la pub pour Louis Vuitton et ils étaient, malgré eux, assimilés au trash de la télé-réalité. Donc, il y a une rumeur qui dit que Louis Vuitton s'est mis à lui envoyer des sacs Gucci pour que ce soit plus eux qu'on assimile à ça. Burger King versus McDonald's. Mais c'est le même délire. Mais c'est déjà au niveau de la concurrence, c'est tellement déloyal. Moi, ça me fait rire. Ah non, mais toi, t'es cruel. Mais il y a aussi Kimka. Il y a quelques années, elle disait que quand elle venait d'être connue, il n'y avait aucune marque de luxe qui voulait l'habiller. Donc, après, j'ai une question. Est-ce qu'on a des données sur l'impact réel, tu sais, de la présence des personnalités publiques dans les marques de luxe? Non. Ah ouais? En fait, en Europe, c'est assez dur de quantifier concrètement ce que les influenceurs et les stars des réseaux rapportent, parce qu'il n'y a aucune donnée chiffrée pour l'instant, mais je pense que c'est juste parce qu'on n'a pas assez de recul. Mais par exemple, en Chine, donc c'est un des pays où il y a le plus d'acheteurs de luxe, et c'est un des pays où on utilise le plus les influenceurs. Et eux, en fait, dès qu'il y en a un dans une campagne, le résultat, il est immédiat et les ventes, elles bondissent, quoi. Au final, ça porte préjudice au métier des mannequins. Ouais, parce qu'on a souvent l'image du métier super glamour qui ouvre des milliers de portes, mais ça concerne vraiment que le haut du panier, donc les Gigi, les Bella Hadid, etc. Mais ça, c'est parce que c'est aussi les mieux payés de la profession. Mais il faut pas oublier que c'est quand même un métier compliqué, la concurrence, elle est énorme, donc c'est assez dur de trouver des contrats, et encore plus maintenant qu'elles sont en concurrence avec des filles qui ont 3 fois plus de pouvoir qu'elles et d'impact. Mais qu'on connaît moins, finalement. Oui, en plus.
Et du coup, maintenant, c'est plus que des corps, tu vois, pour mettre en avant le produit, mais juste le temps du défilé. Tu vois, tout à l'heure, tu citais Naomi, Carla Bruni, Cindy Crawford. Moi, je sais que quand j'étais petite, c'était elles, mes références. Quand je pensais à mannequinat, tu vois. Avant, tout le monde les connaissait. C'était vraiment des icônes, tout. Même dans la pop culture, les mannequins, ils étaient grave mis en avant, tu vois. Mais même, moi, j'étais fan de Top Model USA. Où moi, était vraiment... avec mes cousines en cachette. Je sais pas si vous vous souvenez, les anges Victoria's Secret, où on allait tout le temps à l'aéroport pour se dire, OK, il y a une boutique moi, là-bas. Je voulais le peignoir à rayures. Et le passeport. J'ai le passeport. J'ai le passeport. Alors ça, je peux vous dire, ah oui, Victoria's Secret quand même. C'est quelque chose. Il y a eu un moment, c'était oui, de ouf. Il y a eu un moment, Victoria's Secret, c'était à son prime. Climax. Fancy, ça a tout niqué là. Bon, les filles, faut qu'on parle du dossier là, Twitter X. Il y a trop de choses à dire. Depuis l'arrivée d'Elon Musk, le multimilliardaire patron de Tesla entre autres, il y a encore 2 ans, Elon Musk, il était considéré comme un héros de l'industrie et du high-tech. Mais depuis, le mec, il a enchaîné les sauces. Déjà avec le rachat de Twitter, le 27 octobre 2022, on a vu apparaître au grand jour son impulsivité et sa mauvaise gestion du réseau social. En moins d'1 an, il a pris plusieurs décisions très controversées. Est-ce que je vous fais le débrief ? Allez, vas-y. Alors, déjà, 1 semaine après avoir racheté Twitter, il dissout le conseil d'administration, congédie les dirigeants et sort la société de la bourse. Ok. Le 4 novembre 2022, il se sépare de la moitié de ses employés et l'entreprise californienne qui comptait près de 7500 employés fin octobre licencie des milliers de personnes par mail, expliquant que le but était juste d'améliorer la santé de l'entreprise. Ok. Voilà. Ensuite, mi-novembre 2022, il se retrouve à 1500 employés contre 7500 au départ. Bref, début novembre, Elon Musk annonce encore un tout nouveau système de certification. Il suffit alors de payer 9 €, l'équivalent donc $8 par mois pour être abonné à Twitter Blue et obtenir le fameux badge bleu pour avoir son compte vérifié. Le succès escompté n'est pas du tout au rendez-vous puisque sur les 250 millions d'utilisateurs monétisables dans le monde, moins de 650 000 ont souscrit à l'abonnement Twitter Blue fin avril. Mais qui va payer pour Twitter ? Franchement. Enfin, surtout si c'est pour faire l'utilisation que moi j'en ai, tu vois. Moi, Twitter, j'y vais pour regarder. Ouais, mais justement, il y a des gens qui sont trop contents d'avoir le petit pour flex, quoi. Après, tu me diras, 9 balles, c'est toujours un peu moins cher que les 16 € sur Instagram. Ouais, mais bon, par principe, pas du tout, en fait. J'ai jamais payé pour utiliser un réseau social. Et du coup, cette certification officielle qui permet, vous savez, de vérifier l'authenticité d'un compte, aujourd'hui, ça a encore changé puisqu'elle prend maintenant la forme d'un badge gris avec la mention officielle OK. Bon, après tous ces rebondissements, le 15 juillet dernier, Elon Musk a annoncé que l'entreprise a perdu approximativement la moitié de ses revenus publicitaires et il a reconnu avoir commis de nombreuses erreurs dans une interview à la BBC. Et en plus, attendez, c'est pas fini, le 24 juillet dernier, il a renommé Twitter en X et ils ont aussi changé de logo. On en pense quoi de ce nouveau design, les filles ? Moi, j'aime pas. Mais, moi, c'est pas que j'aime pas, mais je trouve qu'il est trop bizarre. Genre, quand t'es dans le métro et que t'ouvres X et que t'es à côté d'une vieille dame, tu te dis, qu'est-ce qu'elle va penser ? Qu'est-ce qu'elle va penser que je fais ? Même, je trouve que la connotation, elle est négative. C'est devenu noir et tout. Alors, je trouve que t'as un petit oiseau trop chou. En plus, moi, j'ai des trucs raclés dessus. Je sais pas si toi aussi. Merci. On dirait que c'est du marbre, que c'est fissuré. Tu comprends pas trop le délire. Je sais pas, moi, j'aime pas. Déjà que Twitter, je trouve ce réseau très sombre. C'est le réseau du diable. Mais en plus de ça, ils nous ont foutu un logo noir sombre avec une lettre équivoque. Non, mais même, on dirait que l'application, elle est pas chargée. Tu sais, sur ton téléphone, on dirait qu'il y a un bug de mise à jour. Bref, en tout cas, Twitter est devenu X. Et là encore, nouveau rebondissement. Durant une discussion avec Benjamin Netanyahou, j'ai pas envie d'écorcher son nom, vous savez, le premier ministre israélien, Elon Musk a affirmé que Twitter pourrait devenir payant pour tout le monde. C'est très récent, ça date de la semaine dernière. Et en fait, ce serait pour lutter contre les faux comptes. Donc, même s'il a donné que très peu de détails, en vrai, moi, perso, je vous dis la vérité, je serais pas étonnée qu'il fasse payer ne serait-ce que pour poster un tweet ou simplement accéder au réseau. Moi non plus. Hein. Ouais. Moi, je serais pas étonnée non plus. Ouais. Mais... Du coup, on plusieurs mois. Donc, ouais, mais en tout cas, il y a des personnes qui pourraient être impactées et ça a fait parler. Et 9 mois après le rachat de Twitter, est-ce qu'on peut dire que Elon Musk a amené le réseau social à sa perte ? En plus, il y a aussi une nouvelle application qui vient concurrencer X, c'est Threads. Donc, c'est une application qui a été lancée début juillet 2023 par Meta. Et son concept, il ressemble un peu à Twitter avec un flux de messages essentiellement textuels, à la différence que les gens peuvent aussi publier des photos et des vidéos. Donc c'est un mix de Twitter et d'Instagram.
Donc rien que ça. Et il y a encore une information qui est tombée ce matin. Une étude indépendante qui a été menée dans le cadre du Code de bonne pratique de l'Union européenne contre la désinformation a été présentée ce matin par la Commission européenne et elle a révélé que X était la plateforme en ligne qui présentait le taux le plus élevé de messages de désinformation. Flo, t'as des infos. Ouais, X a eu le mérite de gagner la première place, donc devant Instagram, devant YouTube, devant Facebook et même devant TikTok, deux plateformes préférées des climato-sceptiques depuis son rachat par Elon Musk. Bravo champion. Bravo. Du coup, résultat, les spécialistes quittent la plateforme un par un, alors qu'elle est encore gratuite. On n'imagine pas qui il restera si elle vient de payante. Mais voilà, ça ne va pas aller en s'arrangeant, je pense. Bah ouais, en plus, X s'est retiré du code européen contre la désinformation. Ouais, du coup, ça, c'est un code de bonne pratique qui a été lancé en 2018 et qui contient des signataires comme Meta ou encore Google. Et en fait, ça permet de coopérer avec des fact-checkers et de priver de pub les sites qui propagent des infox. Le problème, c'est que c'est sur une base volontaire et que X s'est justifié en disant qu'il préférait faire appel à sa propre commu d'internautes pour garantir une totale liberté d'expression. Bon. Et c'est assez lunaire quand on voit que lui-même partage de nombreuses théories du complot par le biais de son propre compte personnel, du coup Elon Musk, comme quand il dit que c'est un mensonge que le vaccin est une solution efficace contre le virus du Covid, par exemple. Mais tu sais que moi, Elon Musk, je le vois en bizarre. Hein. Il est chelou ce mec. Hein. Non, en mais plus, il a forcé ses ingénieurs à accroître la visibilité de ses publications. Ouais, c'est chaud parce qu'en plus, c'est à base de menaces du genre tu perds ton emploi si tu valorises pas mon contenu. Mais t'es qui, Elon? Non, mais il est dingue. Ouais, et c'est si inquiétant, sachant qu'en parallèle, il a rendu la certification payante. Du coup, ça coûte 9 €. Il a aussi rétabli des comptes bannis sur la plateforme. D'ailleurs, le site d'analyse des médias NewsGuard a constaté que les comptes qui payent X inonde de fausses informations. Et c'est horrible quand on se dit qu'à la base, c'était un médium un peu de veille pour les journalistes, où en fait tu disais que le signe bleu, c'était crédible et c'était dédié aux personnalités publiques, aux entreprises, aux médias, donc vraiment il y avait une légitimité. Et le pire, c'est qu'il en rajoute en leur donnant de la visibilité, et tout comme il en donne de plus en plus à des comptes d'extrême droite. En même temps, c'est le seul qui le soutienne. Hein. D'ailleurs, tu sais, t'as parlé des comptes qu'il a remis en place, les comptes bannis. Le premier, je crois que c'est... en tout cas, un des premiers, c'est... l'ancien président Trump. Okay, exactement. Super. Et ça avait manqué. Ça avait fait une polémique de ouf. Ouais. Et en plus, contre ses critiques, Elon Musk, il a même développé un nouvel outil. Les notes. Du coup, en gros, ça permet aux utilisateurs de commenter les publications pour apporter du contexte. Ça a l'air cool. Du coup, c'est soumis au jugement d'autres participants. Puis, il y a un algorithme qui sélectionne celles qui seront apparentes publiquement. Pourquoi pas? Mais même ça, c'est décevant. En fait, c'est utile pour le contenu non politique, en mode raconter qu'une vidéo a été générée par une IA, par exemple, mais pas pour du contenu politique, où là, ça devient un pouvoir militant, limite. Et on le voit avec Sandrine Rousseau, par exemple. Dès qu'elle poste, il y a des notes. Et elle-même, elle a dénoncé une nouvelle forme de harcèlement. Vous en pensez quoi, du coup, de la gestion des notes? Le concept est bien, dans le sens où s'il y a volonté de lutter contre la désinformation, ok. Par contre, à un moment donné, il faut aller jusqu'au bout du concept. Voilà, donc, moi, j'ai l'impression que Elon Musk, il fait toujours des petits pas un peu hypocrites comme ça, en mode je me fais critiquer sur un truc qui manque sur ma plateforme. Je vais mettre en place un petit truc un peu pour leurrer les gens en mode mais non, vous inquiétez pas, ça va tout arranger, alors qu'en fait, ça empire le truc. Enfin, moi, je vais pas dire que ce mec m'énerve, mais ce mec m'énerve. Moi, ce mec m'énerve. Ouais, mais c'est dramatique en plus parce qu'on sait qu'une fake news, elle a 70% de chance d'être plus diffusée qu'une véritable info. Du coup, ça a un impact réel si on voit comment les rumeurs avancent super vite. Et évidemment, à ce sujet-là, on a essayé de contacter Elon Musk. Donc, il a été sollicité par l'agence France Presse. Et le service de presse de X a répondu par mail une réponse automatique assez surprenante. C'est quoi? Un emoji caca. C'est pas sérieux. Non, c'est vrai. Mais c'est une blague. On est dans un film. Récré, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans une comédie, mais loufoque, tu vois. Mais South Park, en fait. Et du coup, ça craint. Mais on a plutôt intérêt à redoubler de vigilance face à tout ce qu'on trouve sur X, anciennement Twitter. Là, on parle de désinformation et du coup, j'ai envie de vous raconter une histoire assez chelou pour vous montrer à quel point sur les réseaux sociaux, les infos ou les intox peuvent prendre beaucoup d'ampleur. Si je vous dis Étienne Klein, ça vous parle? Ce nom me parle, mais c'est quoi déjà?
Non, ça te parle pas, Leïla? Je sais pas. Eh ben, Étienne Klein, en fait, c'est un scientifique qui a partagé sur Twitter une image qui laissait sous-entendre. C'est bon, je me souviens. Alors, c'est bon. Pour les personnes qui nous écoutent, Étienne Klein, il a mis une image qui laissait sous-entendre que qu'il s'agissait de la planète Proxima du Centaure. La planète Proxima du Centaure. Une planète, il est non, dingue. non, c'est l'étoile la plus proche du Soleil. Ouais. C'est l'étoile la plus proche du Soleil. Donc le cliché, il a été partagé des milliers de fois sur Twitter. Sauf qu'en fait, vous savez, c'était quoi? C'était la photo d'une tranche de chorizo. Non mais le gars, sérieux. Donc à un moment donné, les internautes, concentrez-vous. Ne prenez pas pour acquis tout ce qui tourne sur les réseaux. Chorizo de très près. Ouais. Ça peut ressembler dans le panneau. à une étoile. Et vous les filles, vous utilisez Twitter pour vous informer ou pas? Bah... À la base, ouais. Mais maintenant, c'est devenu ma cour de récré un peu Twitter. Ouais, moi, c'est pareil. C'est genre, si je veux voir des vidéos drôles, je vais sur Twitter. Mais même, moi, je sais, quand t'es à l'école de journalisme, on te donne des cours un peu de Twitter, de recherche avancée et tout. T'as l'impression que c'est un outil de ouf, mais en fait, maintenant, c'est que pour rigoler. Moi, c'est que les blagues. Moi, c'est que pour suivre l'actualité en temps et en heure. Ouais. Ah ouais? Ouais. Bah, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'actu sur mon Twitter. On suit pas les mêmes comptes. Et Flo, tu le disais tout à l'heure, les notes ont initialement été ajoutées aux fonctionnalités de X, j'allais dire Twitter, mais il faut se faire. Voilà. Pour lutter contre la désinformation, sauf qu'aujourd'hui, on observe qu'elles sont utilisées à des fins de harcèlement. Leïla, tu peux nous en dire plus? Ouais, alors déjà, moi, je dis Twitter. Voilà. Okay. Non mais vas-y, nous on est conservatrices, t'as capté ou pas? Voilà. Donc les messages haineux sur toi t'aimes évoluer. Oui, t'aimes changer. X. Je m'adapte. Du coup, les messages haineux sur Twitter, ils ont rien de nouveau, ça tout le monde le sait. Ouais. Et ça fait des années que des personnes médiatisées quittent la plateforme à cause du harcèlement dont elles sont victimes, comme Léna Situation qui, à chaque fois, la pauvre qu'elle est victime d'une campagne de harcèlement, elle a raison, quitte la plateforme parce que c'est trop violent. Bah, en vrai, elle a raison. À quoi mais bon, à chaque fois, ça. elle revient, tu vois. Ouais, mais c'est tentant, je pense. Mais je pense que aussi c'est tentant quand t'es célèbre d'aller taper ton nom dans la barre de recherche Twitter, tu vois. Je pense qu'au niveau où elle est arrivée, à sa place, j'irai plus. C'est trop. Moi, je suis tellement curieuse que je crois que je serais le genre de meuf à taper. C'est trop. En tout cas, c'est beaucoup. Pareil, folle. Ça a pris de l'ampleur, surtout encore plus depuis l'arrivée de notre chère Elon. Et ouais, parce que selon une enquête de la BBC, des données universitaires et des témoignages d'une douzaine de salariés, donc actuels ou ayant quitté l'entreprise, donc ça montre que la modération, elle est bien moins efficace depuis l'arrivée du milliardaire. D'ailleurs, d'après le groupe de réflexion Institute for Strategic Dialogue, c'est anglais. Strategic Dialogue, des dizaines de milliers de comptes ont été créés sur Twitter depuis l'arrivée d'Elon Musk à la tête du réseau. Et cet afflux, il a été immédiatement suivi d'une augmentation de 69% des comptes abusifs ou misogynes. Du coup, comment est-ce qu'on explique ça? Alors, dès qu'il a repris la plateforme, Elon Musk, il a licencié beaucoup de salariés et il a commencé par le service modération. Du coup. C'est vrai. Bravo. Et, il s'est dit, bon, eux, ils servent à rien. Ils dégagent. Donc, les membres du service, ils avaient mis en place un système pour bloquer automatiquement des comptes, mais aussi des alertes pour les réponses potentiellement nuisibles. Et tout ça, ça signalait, du coup, à l'auteur d'une publication ou d'une réponse que son tweet, il contenait des termes problématiques. Ouais. Et du coup, pour les chercheurs, ça s'explique par le fait qu'Elon Musk, il ait aussi créé un environnement permissif pour les utilisateurs. Clairement. Et donc, sous couvert de la liberté d'expression, les conditions d'utilisation, enfin les conditions générales d'utilisation de Twitter, elles ont été assouplies. Comme par exemple le fait de mégenrer volontairement une personne transgenre. Bah, en fait, c'est plus un motif de suspension de tweet ou de compte. Donc au final, ça favorise les tweets transphobes et c'est plus et ça favorise aussi le harcèlement des personnes trans. Donc avec la monétisation des comptes, c'est encore pire. Donc ce que vous parliez tout à l'heure, vous savez les comptes, l'abonnement premium à $8. Ouais. Et ben en fait, les utilisateurs, ils font limite des tweets haineux parce que c'est du contenu qui est beaucoup plus viral. Donc du coup, ça fera réagir et ils gagneront plus d'argent dessus. Il y a un truc de ouf aussi, c'est que Elon Musk, il a aussi émis l'idée de supprimer l'option bloquée. Oh putain. Mais ouais, et du coup, ça pourrait même s'expliquer par le fait que le milliardaire, en fait, ça soit un des comptes les plus bloqués de la plateforme. Je veux dire que c'est vrai. Et en gros, plus t'es bloqué, moins ton contenu il est mis en valeur par l'algorithme. Et du coup, Elon Musk, il en est pénalisé parce que ses tweets ont moins d'impact que d'autres comptes. Mais l'explication, il y a quand même une explication officielle, c'est que selon lui, la fonction bloquée, elle porte atteinte à la liberté d'expression, toujours des utilisateurs.
Donc alors qu'en vrai, dans la vraie vie, bloquer, ça peut faire la différence sur les réseaux et ça peut aussi permettre de choisir sa compagnie. Bah oui. Et c'est parfois essentiel si on veut avoir la paix et c'est le moyen le plus rentable pour un réseau de traiter la modération de contenu. Donc par exemple, tu vois, quand il y a des femmes qui ont beaucoup d'abonnés, souvent les réponses à leurs tweets, c'est de la menace, des tweets sexistes, des trucs violents. Et le blocage, c'est un peu la seule solution, sinon tout le monde verra les commentaires dégradants qu'on peut te mettre. Et le blocage, c'est aussi un moyen d'empêcher l'effet boule de neige, donc tu sais, les attaques de masse, juste parce qu'il y a une personne qui n'a pas été contente d'un de tes tweets ou qui n'a pas été d'accord avec, qui est tous ses petits amis qui viennent t'harceler, bah c'est pas ouf quoi. Mais vous, est-ce que vous bloquez souvent les gens ? Bah personnellement, comme je travaille aussi sur les réseaux sociaux, oui. J'ai le blocage facile. J'ai le bloc facile parce qu'en fait, la paix, ma belle. La paix. En fait, tu sais, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui peuvent se permettre des choses parce qu'ils sont derrière leur écran. Après, il y a aussi le fait que, tu sais... faut savoir mettre des limites, en fait. Toi, vu que t'es très sur les réseaux, il y a ce truc où les gens, ils se sentent tellement proches de toi qu'ils oublient qu'ils te connaissent pas. Ouais, après, ça va parce que les gens qui me suivent sont super gentils et tout, mais je veux dire, il peut y avoir des gens Tu veux que ce soit une safe place, quoi. Totalement. C'est légitime en vrai, on va pas sur les réseaux pour se faire insulter. Et c'est la même chose pour moi, je bloque aussi, vous savez, les faux comptes là, les meufs qui sont les sugar daddy, les meufs qui viennent avec les streams là, qui font des comptes où vous êtes 500 mais clairement. Et qui t'envoient 300 messages par jour. Moi aussi, elles font partie de... Moi, je les appelle ma liste de prisonniers. Ah mais clairement. Et du coup, elles sont dans ma liste de prisonniers. Mais il y a qu'elles, parce que franchement, j'ai de la chance, on m'a jamais fait de remarques cheloues sur les réseaux, on m'a jamais harcelé. Ça devrait même être de la chance en fait. Est-ce que tu serais le genre de personne à bloquer si jamais on arrive, on dépasse la limite? J'allais dire un gros mot, mais moi je te dis ferme-la. Ouais, ok. Ah ouais, toi t'insultes, tu bloques même pas. Et toi, tu bloques ou pas? Moi, ça me fait mal au cœur. En vrai, après, j'ai pas de réseau depuis longtemps. Donc. Non, mais en vrai, de toute façon, j'ai pas les réseaux depuis longtemps, donc je suis pas face à des gens qui me harcèlent, qui m'insultent et tout. Ouais. Mais je pense que si ça m'arrivait, j'aurais mal au cœur et je me dirais, bon bah, viens, on parle. Il est pas bien dans sa vie, on discute. Bah après, je pense que ça, c'est cool si t'as une personne un peu chelou. Mais si t'en as beaucoup, je pense que tu les bloques tous. Mais du coup, attends, pour en revenir à X, à Twitter, si on se fait harceler par un compte, on fait comment sans la fonction blocage? Bah, notre cher Elon Musk, il nous a donné une solution. Je vous le dis, c'est de restreindre le compte, donc de le mute. Merci. Donc Hélène. En gros, tu le mets en sourdine, donc tout le monde peut continuer à t'insulter et à te harceler. C'est visible quand tu restreins ? Bah en fait, toi tu le vois pas, mais tout le monde le voit. Donc toi t'as ta paix, t'as ta santé mentale protégée, mais tu peux l'afficher au nom de en vrai, aux yeux de tout le monde. C'est juste des œillères, tu vois. Bah oui. Parce que c'est pas une vraie solution, quoi. Par contre, au niveau de la justice, ça se passe comment? Bah en fait, en France, le cyberharcèlement, il est puni de 2 ans de prison et de 30 000 € d'amende. Mais pour les victimes, c'est quand même compliqué d'attaquer une plateforme comme Twitter. Et c'est aussi dur de les mettre face à leurs responsabilités parce qu'en fait, Twitter ne coopère pas du tout avec la justice française. Et bon, les avocats, ils continuent de se défendre un peu en disant que pas du tout. C'est pas une plateforme qui se croit au-dessus des lois et qu'elle entretient une relation avec les services d'enquête du monde entier. Donc, que si ça n'a pas fonctionné, c'est qu'il y a eu un souci dans la communication quelque part. C'est ouf. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire passer un message super important. Si jamais vous êtes victime de cyberharcèlement, vous pouvez contacter le 3018 par téléphone ou télécharger l'application 3018. Donc, le numéro d'écoute, il est gratuit, anonyme et confidentiel. Il est accessible 7 jours sur 7, de 9h à 23h. Et au-delà de l'écoute et du conseil pour la prise en charge des victimes, vous pouvez signaler toute situation de harcèlement. Faites-le, n'hésitez pas. C'est pour ça que ces numéros existent. Flo, Leïla, on va pas du tout parler de Twitter. On va pas du tout parler de la Fashion Week. On est fatigués. Excusez-nous pour la fatigue, pas du tout. On va parler d'un autre sujet. Écoutez-nous bien. Je sais que vous n'avez pas manqué l'information incroyable de la semaine dernière. Le président Emmanuel Macron a reçu leur majesté, le roi Charles III et la reine Camilla en visite d'État en France, donc de mercredi 20 au vendredi 22 septembre 2023. Cette visite a été encore une fois une opportunité de prouver l'amitié entre la France et le Royaume-Uni. Au travers de ce voyage, le couple royal a pu redécouvrir l'excellence française en matière de culture, en matière artistique, gastronomique et notre patrimoine. Et le dîner d'État qui a eu lieu au château de Versailles a fait grand bruit. Ah ouais. Mais en fait, les gens... Tu voulais dire quoi? Non, j'allais dire sur X. J'ai vu beaucoup de commentaires comme quoi ils sont venus en abaya. Ça m'a fait trop rire. Et aussi sur la calligraphie du menu.
qu'elle était... Enfin, c'était trop moche, quoi. C'était vieux, quoi. Mais après, les gens aussi, ils ont été choqués parce qu'ils se sont imaginés le prix que ça devait coûter, ça, en fait, le dîner. Oui. Et en fait, c'est juste... Il y a des gens qui meurent de faim. Mais donc c'est indécent quand tu sais qu'en France, il y a des gens qui galèrent encore à se nourrir, tu vois. Après, on le sait, hein, ce sont de grands privilégiés. Et ça, c'est clairement pas leur problème. D'ailleurs, on écoute un extrait du discours du président Emmanuel Macron. Que vous ayez choisi de rendre visite à la France en ces tout premiers mois de votre règne est un signe d'amitié et de confiance que nous mesurons à sa juste valeur et qui nous touche profondément, à la fois comme hommage à notre passé et comme gage d'avenir. Alors, la semaine dernière, de Paris à Bordeaux, où le souverain et la reine Camilla Parker Bowles, c'est ça? Non, mais tu sais qu'ils ont pris le tram à Bordeaux. C'était genre l'événement. Ils voulaient tester un bail. T'as vu, ils voulaient tester la vie des gens. Voilà, la vie normale. De la plèbe. Ils sont partis donc de Paris à Bordeaux et ils se sont rendus. Du coup, on s'est rendu compte que les Français, ils étaient grave fascinés par la famille royale. Mais parce que là, on en a entendu parler un truc de ouf la semaine dernière. C'est jusqu'à fatiguer. Les expressions de Flo. Et du coup, les chiffres le prouvent et les audiences télé aussi. Juste pour vous donner un exemple, en septembre 2022, il y a eu 7 millions de téléspectateurs qui ont assisté aux funérailles d'Elisabeth II. Idem pour Lady Di en 97 avec 10 millions de téléspectateurs. On a tout suivi. Il y a encore des gens qui mettent des roses sous le pont de l'Allemagne. Ouais. Oui, bien sûr. Qui est pas loin d'ici. Idem pour au palais de Westminster à Londres. En tout cas, nous, on a tout suivi depuis qu'on est petite jusqu'au dernier rebondissement avec Meghan et Harry. D'ailleurs, vous êtes plutôt William ou Harry, les filles? Harry le rebelle. De ouf. Team Meghan Markle. Voilà, on est plus Team Meghan que Team Harry en vrai. Ouais. Team Rébellion, Team on se casse, on prend nos affaires, on part aux États-Unis. On quitte tout par amour. D'ailleurs, vous pouvez retrouver leur reportage sur Netflix ou encore la série à succès The Crown. Je pense que cette série. C'est mon délire. Exactement. Moi, j'ai pas regardé, mais. En tout cas, dans la vie réelle, et non pas sur Netflix, les épisodes marquants vécus par cette famille royale britannique fascinent un grand nombre de personnes en France, mais aussi dans le monde. C'est mieux qu'un soap opéra, clairement. L'histoire de la famille royale, c'est une vraie source inépuisable d'histoires, de scandales et de relations amoureuses. Et finalement, ça fascine vraiment partout. Ouais, du coup, la famille royale, c'est vraiment le lieu de tous les fantasmes. Je suis morte. Le générique. Alors, comme tu l'as dit, So, entre l'accident fatal de la princesse Diana, du coup, Diana Spencer. Yeah, Spencer. Le mariage, du coup, de Kate et William, qui a comptabilisé 2 milliards de personnes devant leur télé. 2 milliards Ouais, c'est énorme. 2 milliards Ouais. Non mais c'est c'est énorme. Le décès de la Queen Elizabeth, Meghan et Harry avec leur série docu, la série The Crown, bref, il y a un intérêt mondial pour leurs aventures. Il y a même une enquête Ipsos qui dévoile que par exemple en Roumanie, il y a 51% des gens qui sont fascinés par leur vie, 45% en Arabie Saoudite, en Inde 38%. Wow. Est-ce que vous comprenez l'engouement? Est-ce que vous faites partie de ces gens-là? Non, alors j'aime bien, je suis un peu curieuse. Ouais. De là à être fascinée, à être fanatique, pas du tout. Par contre, petite anecdote, j'ai vécu à Londres quand j'étais plus jeune, quand j'avais 22 ans. Et j'ai vu, et vous savez, il y a plein de, je sais pas si vous êtes déjà allé à Londres, il y a plein de petits magasins avec plein les tasses, du merch les masques, du merch, en veux-tu, en voilà, foison. Et j'étais genre, ça me faisait trop rire en fait. Est-ce que tu avais ta tasse? Jamais de la vie, ça va pas quoi, pour avoir la tête de Charles, jamais de la vie. Et toi, Leïla? Moi, j'ai regardé la série The Crown du coup, et j'ai pas eu une fascination pour la famille royale en soi, mais c'est juste que je suis très biopic, je suis très film un peu sur les dessous du pouvoir, machin, donc j'étais grave dans le truc, et en plus j'ai regardé ça juste avant le mariage d'Harry et Meghan, donc j'étais grave imprégnée de ça, tu vois. Mais après c'est intriguant. Tu vois, je peux comprendre qu'on ait envie de regarder même les documentaires, etc. Et puis même, il y a des gens que ça fait rêver, tu vois, le délire de princesse. Allez demander à Meghan si ça fait rêver. Non, mais William qui rencontre Kate Middleton, qui de base n'est pas du tout dans la royauté. Genre, elle a rencontré son prince, un peu comme dans les films. C'est vrai. Moi, j'avoue que je trouve ça assez pittoresque. Désolée. Non, je te comprends. Ouais, mais justement, j'avais envie de comprendre qui sont ces gens. Et du coup, le psychanalyste des contes de fées, Bruno BTLM, explique qu'en fait, ce sont des personnes qui ont besoin d'avoir
avoir des figures emblématiques pour humaniser le pouvoir. D'accord. Et du coup, ça permet de vivre en quelque sorte une autre vie par procuration. Et ce qui est cool avec la leur, c'est que c'est une vie qui semble éternelle. Là où on a conscience justement que du coup les stars sont éphémères, la famille royale, c'est le feuilleton à rebondissement type les feux de l'amour, justement, qui ne s'arrête jamais. Tu vois, là, on parle de la famille royale, mais même au-delà de ça, c'est vraiment tout le concept de la monarchie qui intrigue toujours autant. C'est ça, ouais. Donc, du coup, on a 7 Français sur 10 qui estiment que la famille royale, elle est sympathique, même si pour la moitié des gens, la monarchie n'est pas adaptée à la société contemporaine. Par contre, moi, le chiffre qui m'a inquiétée, c'est que 38% d'entre eux rêvent de ce régime. Est-ce que vous, c'est un peu votre cas, secrètement? Je suis bien contente de pouvoir voter pour la personne qui va diriger le pays dans quel... Absolument ouais, pas. Et puis, moi, je trouve ça quand même surprenant dans un pays républicain. Pour le professeur de relations internationales John Cager, c'est symptomatique d'un pays qui se divise et du coup, ça traduit une nostalgie d'un temps où en fait, le chef de l'État n'est pas une personnalité ouvertement politique. Même si on aime se moquer et dire que Macron est plus royaliste que le roi lui-même. Mais bon, du coup, pour Yael Gouze, lui, c'est un chroniqueur politique chez France Inter. C'est carrément l'expression d'un peuple qui regrette d'avoir décapité le roi. Rien que ça. Mais du coup, pour l'auteur Charles Éloi Vial, c'est plus dû à une méconnaissance du passé. Du coup, les jeunes générations sont beaucoup plus lucides. Je sais pas, mais en tout cas, elles ont un désamour pour la famille royale, donc j'ai envie de dire sûrement. En tout cas, pour la génération Z, du coup, c'est les personnes nées entre 97 et 2010. Ils portent un regard assez négatif sur elles. Ça, c'est selon un sondage YouGov. Et du coup, il y a 42% des 18-24 ans qui portent un regard négatif sur l'institution en général, notamment à cause de ses valeurs conservatrices et de sa rigidité, finalement. Ouais, grave rigide. Oui, bah... Non mais en vrai on dirait qu'ils ont un balai là où je pense. Mais disons, en tout cas, au Royaume-Uni, sont 33% à penser que continuer à avoir une monarchie c'est acceptable, quand ils étaient 72% il y a 10 ans. Donc c'est hyper évocateur d'une société où aujourd'hui pour ces jeunes, il n'est plus question de fermer les yeux sur le fait que la famille royale représente un symbole ultime de privilège et d'élitisme. Et du coup ça correspond plus aux enjeux actuels comme le racisme, le sexisme ou encore l'écologie. Et il ne faut pas oublier que l'histoire royale est quand même marquée par la domination d'autres peuples. Et à mon sens, c'est une bonne chose que les jeunes générations, du coup, le dénoncent avec plus de force. Je pense aussi, tu vois, tu parlais de la génération Z. Z. En fait, eux, aussi. C'est des jeunes qui ont accès à l'information aujourd'hui, tu vois, notamment grâce aux réseaux sociaux, etc. Et en fait, ça me rappelle, si tu veux, quand la reine est décédée, il y a eu pas mal de gens qui, en fait, se disaient ne pas être tristes pour une personne qui a complètement œuvré pour la colonisation. Ouais. Tu vois, c'est des gens qui sont conscients aujourd'hui et qui veulent moi, pas du tout. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, le jour du couronnement du roi, pour la petite histoire, donc c'était en mai, les représentants et élus issus des 12 peuples indigènes colonisés par l'ancien empire britannique lui ont demandé de présenter formellement ses excuses pour les conséquences de la colonisation britannique. Mais ça aussi, je comprends. Je comprends aussi. Ouais, carrément. En tout cas, on en parlera juste après avec toi, Leïla. Le roi Charles n'est pas très apprécié par ses pairs. En tout cas, il n'est pas aussi populaire, le King. Le King, aïe aïe aïe. On discute avec les filles de la famille royale. Vous savez, cette famille qui fascine depuis des lustres. Couronné depuis mai 2023 et devenu roi à 73 piges. Le roi Charles III, il est quand même beaucoup moins populaire que son ex-femme Lady Di, ou encore sa mère, la reine Elisabeth, ou même son fils et sa belle-fille Kate et William. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il hérite d'un pays divisé, frappé par une crise économique et sociale et d'une institution, la monarchie britannique. Et cette monarchie, aujourd'hui, elle est fragilisée. C'est vrai qu'il y a pas mal d'articles qui le qualifient d'impopulaire, mais je pense qu'il y a quand même de bonnes raisons. Après 70 ans à avoir attendu la place tant convoitée, le fils mal aimé, avec une vie amoureuse tumultueuse, est enfin devenu roi. Et c'est un changement qui a causé la remise en cause de la monarchie. Ouais, donc comme tu disais, Elisabeth II, elle était de très loin la plus populaire de la famille royale, et loin devant son propre fils et héritier, le prince Charles, qui est monté sur le trône du coup à son décès. Et c'est une transition évidente qui préserve l'idée selon laquelle les rois et les reines se succèdent, mais que les institutions, du coup, elles restent. Mais c'est tout de même remis en cause par la jeunesse britannique, comme toi t'en parlais tout à l'heure, Flo. Et pourtant, tu vois, Charles, c'est quand même un monarque assez moderne, et je trouve qu'on s'en rend pas assez compte, parce qu'il est quand même diplômé d'une grande université, il a divorcé, alors que de base c'est quelque chose qui se fait pas. Il s'exprime sur des questions environnementales et sur la lutte contre le dérèglement climatique.
Et ça change de sa mère qui du coup s'exprimait que par des symboles subtils sans réellement prendre parti. Mais c'est aussi ça qu'on n'aime pas, je pense, c'est qu'ils parlent. Ouais, mais alors que justement, les jeunes, ils veulent que les langues se délient et qu'on aborde de plus en plus de sujets et qu'on montre qu'on se positionne. Donc c'est super contradictoire, je trouve. Après, Charles, il a quand même cassé les codes sans le vouloir. Avec sa bad romance avec Camilla et Lady Di, tu vois. Ouais, et du coup, au final, tout ça fait pas tout parce qu'en devenant roi à 73 ans, comme tu as dit tout à l'heure, on va dire qu'il est plus proche de la fin que du début. On tire à balles réelles aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. Et du coup, les têtes, elles se tournent un peu déjà vers William, qui est donc son fils aîné et l'héritier, et qui lui succédera à sa mort. Et son règne, c'est du coup vu comme un règne de transition. En fait, j'ai l'impression que Charles, il prend pour tout le passé de la monarchie. C'est lui qui ramasse, en fait, aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on lui reproche beaucoup de choses à Charles, et c'est surtout l'institution qu'on remet en cause, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans une période d'inflation. C'est le cas dans de nombreux pays, et du coup le coût de la vie il augmente, et c'est naturellement que la question du coût de la monarchie, elle est venue diviser les citoyens anglais. Parce qu'en fait, leur argent. Ouais, parce qu'en fait là-bas c'est eux qui financent le train de vie de la famille royale. D'accord. Et du coup le prince Charles, il hérite aussi de tous les tabous que dénoncent les jeunes générations, comme le passé colonialiste du Royaume-Uni. Donc, sa mère, elle est partie, elle lui a dit bye. Non, mais de ouf, elle l'a laissé dans la merde. Et du coup, la famille royale, elle s'est jamais exprimée sur ces questions-là, et sur les questions de l'esclavagisme, aussi, alors qu'en fait, elle continue d'en profiter sur le plan financier. C'est vrai. Et il y a aussi des événements qui ont fragilisé le pouvoir et la confiance que les gens ont envers la famille royale. Et c'est comme les révélations sur le racisme de certains membres de la famille envers Meghan Markle, donc la femme d'Harry, qui, elle est très soutenue par les jeunes, et elle est un peu boudée par les plus âgés. Et il y a aussi le scandale avec le prince Andrew. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Bien sûr, le scandale sexuel, oui. Ouais, c'est le scandale avec, Jeffrey Epstein. Ouais, bien sûr. En gros, lui, il est accusé de viol par une des victimes du réseau de pédocriminalité de Jeffrey Epstein. Et il a toujours pas été puni par la justice anglaise ou même américaine. Et c'est seulement l'année dernière qu'on lui a retiré ses médailles de l'armée. Ouais. C'est la force des privilèges. Oui, voilà. C'est ça, c'est exactement ça. Mais il y a aussi autre chose. Il y a clairement les séquelles de la mort de Lady Di. Ah mais ouais, c'est la rancœur, tout simplement. On en veut encore au prince Charles pour la manière dont il s'est comporté avec son ex, donc Diana Spencer. Du coup, qui est morte à Paris en 97 suite à un accident de voiture. Et c'est après sa mort, du coup, que la famille royale a déçu la population en restant silencieuse et très froide. Et aussi, ça a demandé beaucoup de théories du complot. Ouais, ils sont encore victimes de ça aujourd'hui. Enfin, il y a plein de gens qui sont persuadés qu'ils ont un lien avec l'accident, qui serait du coup pas un accident mais un meurtre, tu vois. Ça, c'est une façon de se réconforter, et ça rentre encore dans le cadre de toute cette fascination, tu vois. C'est ouf de mettre autant d'énergie dans une famille qui est une vraie famille. C'est ça, c'est ouf de mettre autant d'énergie. Et sachez qu'à cette époque-là, il y a même un sondage qui montrait qu'un Anglais sur 4 estimait que le pays se porterait beaucoup mieux sans la monarchie. Ah oui, quand même. Ouais, c'est énorme. Et il faut pas oublier aussi que Lady Diana, c'était vraiment la princesse du peuple. Et elle était encore plus aimée que le reste des membres de la famille, et son mariage chaotique avec Charles, il était au cœur de toute la presse mondiale et de toutes les discussions. Et donc on l'a vue triste, on a vu qu'elle était isolée, trompée, qu'elle avait une santé mentale fragile, et ça porte encore atteinte à l'image de Charles aujourd'hui. Et en plus, les séries comme The Crown, elles ont rien arrangé, parce que Diana, elle est angélisée dessus, tu vois, vu qu'elle. Mais je trouve qu'au-delà d'être angélisée, c'est facile de s'identifier à une femme comme elle, c'est le quotidien malheureusement de plein de femmes. Ouais, c'est vrai. Et du coup, aujourd'hui, elle est vue par les jeunes comme une icône de mode, elle est LGBT-friendly, elle est féministe, elle est ouverte d'esprit, du coup, ce qui contrebalance avec le conservatisme et la rigidité de la royauté. Est-ce que tu penses que le roi Charles sera le dernier des rois ? Alors, le dernier des rois, avec la monarchie, elle est en voie d'extinction, tu vois. C'est une espèce en voie de disparition. Franchement, je pense pas le dernier des rois, mais bon, je ne peux pas être sûre. Mais je pense que son règne, il va quand même apporter des changements importants. Je pense. Sur la couronne, et elle va devoir aussi s'adapter et se moderniser si elle veut un peu conquérir le cœur des jeunes Anglais, tout simplement. Et je pense aussi que malgré tout, la monarchie, elle participe quand même à la stabilité des institutions anglaises. Parce que je sais pas si vous savez, mais contrairement à la France, leur constitution, elle n'est pas écrite. Donc en fait, les rois, c'est un peu les garants du droit coutumier là-bas. D'accord.
Donc ça veut dire que si on supprime complètement la monarchie, il va falloir déconstruire et reconstruire du coup tout le système politique. Mais vous, du coup, est-ce que vous êtes comme les Anglais? Du coup, t'es comme déconstruisez, et en plus, enfin, je sais pas, c'est carrément désuet, tu vois. Ok, ça va prendre du temps, ça va être compliqué, mais c'est quand même scandaleux. Non, j'abuse, mais. Après, il y a plein de gens qui disent que vu qu'ils ont un rôle symbolique, en vrai, qu'ils soient là ou pas, c'est pas grave. Mais moi, je me dis qu'en tant qu'Anglais, j'aurais quand même un peu le seum de payer le train de vie d'une famille qui ne sert à rien, en fait. Enfin, sert à rien dans les faits et dans la politique pour que j'ai pas choisi en plus. Donc je peux comprendre. Et qui représente une image aussi, justement, avec un passé compliqué, etc. C'est aussi dur à assumer en tant qu'Anglais. En fait, c'est leur monument. C'est leur tour Eiffel. C'est ça. En fait, je comprends ce que vous dites avec les arguments payés pour une famille qui est de base privilégiée, mais je vous avoue que je ne vois pas le pays sans la monarchie. Je n'imagine pas c'est le comme pays je pense sans la monarchie. qu'en 1789 là, il n'y avait pas la France sans Louis XVI. C'est la même chose. Mais de toute façon, on a du mal à imaginer le changement. Oui.